Bonsoir tout le monde, bienvenue au résumé du cours 6, qui est le deuxième cours sur l'analyse par volume de contrôle. Donc aujourd'hui, on va voir en résumé le bilan d'énergie et les équations de Navier-Stokes. Le gros du cours, c'est vraiment le bilan d'énergie. On fait après ça une courte discussion sur les équations de Navier-Stokes basées sur la définition de conservation qu'on a vue dans les cours précédents. Donc on commence avec la conservation d'énergie. Donc, ici, on assume qu'il n'y a pas nécessairement de notions qui ont été vues en thermodynamique avant ce cours. Donc, on rappelle brièvement les bases. Donc, dans un système fermé, l'énergie peut varier en fonction du travail et du transfert de chaleur qui est fait sur ce système-là. Donc, essentiellement, le travail qui peut être fait, c'est soit via une pompe, une turbine, et la chaleur Q ici, c'est vraiment, par exemple, si on chauffe et qu'il y a un transfert de chaleur de l'environnement vers le système ou vice-versa. Donc, ce qui nous intéresse vraiment, c'est plutôt la variation dans le temps de l'énergie plutôt que l'énergie en valeur absolue. Donc, on va vouloir s'intéresser au théorème de transport de Reynolds. Donc, comment on peut utiliser le théorème de transport de Reynolds avec notre loi de conservation d'énergie. Donc, avant d'aller plus loin avec le théorème de transport de Reynolds, donc on va définir un peu le type d'énergie qu'on peut retrouver à l'intérieur de notre système. Donc, on a de l'énergie interne qui est essentiellement exprimée en fonction de la température, l'énergie cinétique qui est essentiellement liée à la vitesse du fluide et l'énergie potentielle qui est une élévation par rapport à un point de référence. Donc, il peut y avoir évidemment d'autres types d'énergie, mais la plupart du temps, on va les négliger dans le cadre de notre cours d'introduction. Donc, au final, on tient compte uniquement de l'énergie interne, cinétique et potentielle. Donc, on avait déjà précisé comme quoi les équations de conservation s'expriment mieux en fonction des propriétés ici extensives avec un E majuscule et sinon E minuscule pour intensive. Donc, lorsqu'on fait l'application, c'est préférable d'utiliser des propriétés intensives, donc par unité de masse, ce qui va changer légèrement l'interprétation de chacun des termes, mais essentiellement, c'est la même physique. Donc, aussi côté signe des différents termes, donc on va parler d'un travail qui est positif si le système gagne de l'énergie, un travail qui est négatif si notre système perd de l'énergie. Donc, essentiellement, une pompe donne de l'énergie à notre système, donc ça va être considéré comme un travail positif. Et inversement, une turbine, c'est lorsque le système fait un travail, par exemple, sur les pales d'une éolienne, par exemple, et donc on va extraire l'énergie du fluide. Donc, on va extraire l'énergie du système et donc c'est pour ça qu'on va considérer le travail d'une turbine comme étant négatif. De plus, on va faire le lien entre la variation d'énergie et la façon qu'on peut interagir avec le système. Donc, ici, on voit que l'énergie euh, du système, qui est potentielle, énergie cinétique et énergie interne, peut varier dans le temps en fonction de la puissance qui est donnée au système. Donc, les forces que le rotor, par exemple, d'une pale de compresseur ou de turbine va exercer sur le fluide ou que le fluide va exercer sur les pales dans le cas d'une turbine. Donc, ça ici, ça va être représenté par le W shaft et les forces de pression, W pression, vont exercer un certain travail, une certaine puissance et évidemment le transfert de chaleur en fonction des gradients de température qu'on pourrait trouver éventuellement. Donc, maintenant qu'on a bien défini l'énergie dans notre système, on peut euh, appliquer le terme de transport de Reynolds. Donc, pour y arriver, on considère ici B qui est la propriété extensive, donc E majuscule, et petit b qui est la propriété intensive, donc E minuscule, donc de l'énergie par unité de masse. Donc, même recette que ce qu'on a vu la semaine dernière avec l'équation de conservation de la masse et conservation de quantité de mouvement. Donc, ici, on trouve que l'énergie, la variation de l'énergie dans le temps dans le système va être égale à la variation dans le temps de l'énergie contenue dans le volume de contrôle, plus le bilan net d'énergie qui passe à travers la surface de contrôle.
OK? Donc, ça, c'est ce qui représente notre équation ici à trois termes. Et on va venir substituer la variation d'énergie dans le système qui varie dans le temps en fonction des différents termes de puissance et de transfert de chaleur. Et ça va nous amener à cette équation-là ici. Donc, on va détailler davantage le travail fait par les forces de pression. Donc, ici, on s'imagine une surface de contrôle et toujours avec la même convention de signe que précédemment. On va considérer un flux sortant, ici un flux d'énergie. Donc, un flux sortant, euh, ça va être ici positif et un flux entrant qui va être négatif. Ici, par contre, quand on considère les forces de pression, donc on va avoir ici une pression qui va s'appliquer sur une surface dA. Et donc, ça va nous donner la force avec laquelle le système va se prendre, qui va être en expansion, multiplié par un ds. Donc, une force fois un ds, une force fois un déplacement, ça va nous donner un travail. Et comme ici, c'est en expansion, ça veut dire que c'est le système qui fait un travail sur son environnement. Donc, le système perd de l'énergie. Donc, d'où la raison pour laquelle on va ajouter le moins ici pour bien indiquer que c'est le système qui perd son énergie. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant de raisonner en termes d'énergie, mais plutôt en termes de puissance. La puissance est un débit d'énergie. Donc, ce qu'on va prendre en considération ici, c'est la variation dans le temps. Et donc, la variation dans le temps de ds, de la déformation, ça va être la vitesse à laquelle la surface de contrôle se déforme. Et c'est bien important de prendre cette vitesse de déformation-là alignée avec le vecteur normal, un vecteur normal qui pointe toujours à l'extérieur dans le cas d'une surface fermée, ici notre surface de contrôle. Et puisque ce qui nous intéresse, c'est la vitesse normale, dans un cas plus générique, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt le produit scalaire du vecteur vitesse avec le vecteur normal. Donc, on a ici, pour résumer, un signe négatif pour indiquer que lorsque notre produit scalaire est positif, on représente ici l'expansion de la surface de contrôle. Et donc, une expansion, c'est le système qui fait un travail sur l'environnement. Donc, c'est un système qui perd de l'énergie, d'où la nécessité de rajouter le signe moins dans le terme ici. Donc, une fois que ça c'est fait, donc on peut maintenant exprimer la puissance des forces de pression comme étant une expression de pression et de vitesse. Donc, on peut substituer dans notre équation et maintenant, on retient cette nouvelle expression-là ici. Et on voit ici du côté gauche de l'égalité le transfert de chaleur, le Q net. On a ici également le travail fait ou la puissance faite par les éléments mécaniques, turbine ou compresseur, par exemple. Et on voit l'impact sur l'accumulation d'énergie à l'intérieur de notre volume de contrôle. Et ici, l'effet sur les flux d'énergie qui vont traverser la surface de contrôle, soit par la pression ou par le flux d'énergie qui peut entrer ou sortir de notre volume de contrôle. Donc, comme on l'a fait précédemment, on applique certaines simplifications, régime permanent avec des entrées uniformes de vitesse. Et donc, ça va nous permettre de simplifier le terme de variation à l'intérieur du volume de contrôle. Donc, lorsqu'on est dans un régime permanent, les dérivés par rapport au temps sont nuls. Et aussi, lorsqu'on considère ici nos simplifications, donc avec une sortie de vitesse ou les entrées de vitesse uniformes, donc ce qui va nous permettre de simplifier l'intégrale ici de surface. Donc, ça veut dire qu'il faut explicitement développer un terme pour chaque entrée et chaque sortie. Les sorties vont être positives et les entrées vont être négatives. Mais par contre, ça nous permet de utiliser plutôt le débit massique plutôt qu'un profil de vitesse parce qu'on va assumer ici qu'on a une vitesse moyenne pour chaque entrée et sortie. Et dernière étape ici, on va venir substituer la définition même de ce qu'est l'énergie comme étant une somme d'énergie interne, d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. Et ce qui va nous permettre d'élaborer un peu plus sur notre équation ici de conservation d'énergie. Donc, on prend ici le cas particulier où on a une seule entrée, une seule sortie. Donc, ici, juste pour illustrer un peu les différents termes. Donc, on voit que on peut réorganiser notre équation ici en fonction de la station P2, qui est une sortie, la station 2, qui est une sortie avec les propriétés P2 et V2,
à Z2, et la station 1 qui est une entrée. Euh, on note ici, par exemple, qu'on aurait pu avoir un travail fait W shaft sur une pompe ou une turbine. Et on a ces deux termes-là ici. En fait, le dernier terme qui est une différence d'énergie thermique, U2 moins U1, mais également aussi, on voit moins Q net. Donc, c'est important ici de noter la présence de ces deux termes-là ici, qui sont vraiment importants, ce qui fait la différence avec l'équation de Bernoulli. Bernoulli avait des limitations au point de vue euh, énergie. Donc, on ne veut pas injecter d'énergie dans le long d'une ligne de courant. Ce n'était pas tenu en compte par le développement de l'équation de Bernoulli. Et aussi, on ne pouvait pas tenir compte du frottement avec l'équation de Bernoulli. Maintenant, ici, ce qui est important de noter, c'est que malgré le fait que la température ici en 1 et en 2 sont gardées constantes, donc autrement dit, U2 moins U1 va être égal à 0, il y a toujours la possibilité d'avoir un transfert de chaleur QNet qui peut être différent de 0. Et donc, ça, on le voit ici avec des systèmes irréversibles, ce qui est typique lorsqu'on considère le frottement. Donc, le frottement qui est un phénomène irréversible d'un point de vue thermodynamique. Donc, ce qui veut dire que le frottement va permettre de convertir de l'énergie. Ici, ça va être de l'énergie sous forme de pression qui va diminuer le long de l'écoulement et ça va être graduellement transformé en chaleur. Ici, Qnet. Et donc, ce qui va expliquer que, par exemple, si on a une conduite de diamètre constant, une conduite horizontale, donc sans turbine ni compresseur, on va se retrouver dans la situation où que par conservation de la masse, V1 doit être égal à V2, Z1 va être égal à Z2 parce qu'on a une conduite horizontale, pas de travail parce qu'il n'y aura pas de turbine ni de compresseur ou de pompe dans notre cas simplifié ici où on représente simplement une conduite horizontale. Donc, il reste uniquement la pression qui peut varier pour tenir en considération le flux de chaleur Qnet qui va se créer sous les effets visqueux. Et donc, ça, c'est important de noter que c'est la pression qui va varier à l'intérieur d'une conduite pour contrer les effets du frottement. Donc ici, on manipule un peu les équations pour mettre en évidence certaines écritures. Donc on voit ici, on est parti de notre équation en joules par kilogramme, donc par énergie par unité de masse. Donc les deux autres formulations qui vont être très utiles, c'est sous forme de puissance. Donc on va avoir les termes ici de puissance pour la pompe et la turbine qui ont été séparés du terme original W shaft. Et on va avoir les termes de perte euh, qui vont nous permettre justement de mieux caractériser le rendement de notre système. Et on a une autre formulation. Ici, par exemple, si on prend notre équation et que on divise par le débit massique et la gravité G. Donc, on retrouve une équation ici d'énergie qui est exprimée sous forme de charge. Donc, on va parler plutôt de charge de la pompe, charge de la turbine et les pertes de charge dans la conduite. Et donc, c'est des formulations qu'on va adopter tout au long de la session pour être en mesure de caractériser nos futurs circuits hydrauliques. Donc, on a fait cet exemple-là ici en appliquant l'équation d'énergie. Donc, on avait fait aussi cet exemple-là ici où on devait calculer notre HL. Donc, ici, à noter qu'à partir, dans la deuxième partie de la session, le défi principal va être de partager de déterminer notre, notre coefficient de perte, notre perte de charge à HL et qui dépend de coefficient K, V2, de la vitesse locale et de la gravité G. Donc, également, donc, si on continue, on va vouloir introduire maintenant la notion de rendement. Donc, rendement de la pompe, rendement de la turbine. Donc, notez ici la définition. C'est-à-dire que ce qu'on va voir maintenant apparaître dans notre équation, ce ne sera plus de W pompe, mais plutôt W pompe utile. Donc, ça veut dire la puissance qui a été transmise au fluide et même logique pour la turbine. Ce qui va apparaître dans notre équation, ce ne sera plus la puissance disponible à la sortie de la turbine, mais plutôt la puissance qui a été extraite du fluide par la turbine. Okay, donc, notez ici comment on introduit le rendement état pompe et état turbine dans nos équations.
Donc ça ici, c'est une façon un peu plus imagée de représenter les différents termes dans la conservation d'énergie. Donc on a le flux entrant, ici la station 1. Si on a une pompe, ben à ce moment-là, la pompe va être alimentée d'une certaine puissance, mais une partie de la puissance va être perdue sous forme de perte et l'autre partie va être transférée au fluide sous forme de puissance utile. Et si on a une turbine, ben, à ce moment-là, tout ce qu'on enlève du fluide ne sera pas nécessairement transmis à la sortie de la turbine. Encore une fois, il va y avoir une perte. Donc, d'où l'importance d'avoir le rendement pour quantifier cette perte-là. Et la conduite, dépendamment de la longueur, de la nature de l'écoulement, on va avoir un HL qui sera non négligeable, qui va représenter les pertes dues au frottement entre le fluide et les parois internes de notre conduite. Et puis au final, bon, on se retrouve à avoir les propriétés du fluide à la sortie, ici qu'on a noté la station 2. Donc, à noter que pour les mêmes raisons qu'on avait besoin d'un facteur de correction sur la quantité de mouvement linéaire, ici, on a besoin d'un facteur de correction sur l'énergie cinétique. À noter que ce facteur de correction-là est différent pour la simple et bonne raison que lorsqu'on a développé notre équation de conservation de quantité de mouvement, donc on travaille avec une équation qui était proportionnelle au carré de la vitesse. Donc la quantité de mouvement, c'est un débit fois une vitesse, mais il se cache une vitesse, un terme de vitesse à l'intérieur du débit massique. Donc, on peut mettre en évidence un terme de V carré dans l'équation de conservation de quantité de mouvement. Alors que pour ce qui est de la conservation d'énergie, ben c'est lié à un débit massique fois une vitesse au carré. Donc, ça revient à introduire une vitesse au cube dans nos équations de conservation d'énergie. Et donc, pour ces raisons-là, donc on n'a pas la même valeur du coefficient de correction. Donc, ici, pour un écoulement laminaire, le coefficient alpha sera égal à 2. Et dans le cas d'un écoulement turbulent, ben, le coefficient sera négligeable, c'est-à-dire similaire à 1. Donc, au final, ce qu'on va utiliser, c'est une version corrigée de l'équation d'énergie où on voit apparaître les termes alpha 1 et alpha 2 devant les termes d'énergie cinétique. Les termes de puissance de la pompe et de la turbine sont corrigés ici avec la puissance utile et la puissance extraite pour la pompe et la turbine respectivement. Et on a le terme de euh, perte d'énergie dans les conduites qui tiennent compte maintenant uniquement des pertes du fluide, donc l'interaction du fluide avec la conduite. Voilà, donc on avait fait aussi cet exemple-là pour se familiariser avec le concept de rendement de la pompe. Et puis, voilà, donc ça, c'était pour le bilan d'énergie. Et le deuxième point qu'on a discuté, équation de Navier-Stokes. Donc ça, ici, c'est un point qu'on aborde plus de façon qualitative. On présente rapidement les équations de Navier-Stokes en ayant moins d'hypothèses, un peu plus difficile d'utilisation lorsqu'on fait une application d'ingénierie, mais ça reste que c'est quand même très pertinent d'avoir en tête ce genre d'équation-là, qui est vraiment l'équation la plus générale pour les écoulements incompressibles en mécanique des fluides. Donc, l'équation de conservation d'énergie et l'équation de quantité de mouvement linéaire. Donc, ici, on a une équation qui est vectorielle, donc on a trois équations pour l'équation de quantité de mouvement. Donc, ici, on observe que nous avons quatre inconnus. Donc, notre vecteur vitesse a trois composantes, U, V, W. Et on a également la pression qui est un inconnu. Donc, pour que notre problème soit bien posé mathématiquement, on a besoin de quatre équations pour trouver nos quatre inconnus. Donc, ici, on a un système à quatre équations, quatre inconnus. On peut noter ces mêmes équations-là de façon un peu plus compacte euh, avec une notation plus symbolique. Donc, conservation de la masse, qui est la divergence du champ de vitesse, qui est égal à 0 pour un écoulement qui est incompressible. Et ici, pour l'équation de conservation de quantité de mouvement, donc on a la variation partielle du vecteur vitesse plus un produit scalaire entre le champ vectoriel et l'opérateur Nabla qui vient multiplier le champ vectoriel des vitesses qui est égal à moins 1 sur ρ fois le gradient de pression plus G, qui est le vecteur des forces gravitationnelles. Plus ici la divergence du tenseur des effets visqueux. Et donc le tenseur qui est un terme de viscosité, euh, donc un terme de viscosité qui va tenir compte du gradient de vitesse qui va permettre de quantifier les effets visqueux, mais qui va permettre de quantifier le cisaillement
à la surface ou n'importe quel point de l'objet, mais dans la plupart des applications, on s'intéresse surtout au gradient de vitesse à la paroi qui va nous permettre de donner le cisaillement entre le fluide et une paroi. Donc ici, une représentation un peu plus visuelle du tenseur des effets visqueux. Taux. Et voilà. Donc ça ici, ça résume notre cours ici sur conservation d'énergie et les équations de Navier-Stokes. La prochaine étape sera de détailler davantage le calcul des pertes de charge HL. Comme ça, lorsqu'on va appliquer notre équation d'énergie, on va être en mesure de déterminer les pertes de charge en fonction de notre circuit hydraulique. Donc voilà, donc vous avez ici quelques formulaires pour vous aider dans votre étude. Et voici ce qui complète le résumé. Donc, on discutera davantage sur les pertes en écoulement en conduite la semaine prochaine. Merci.